Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons aborder une thématique autour de la sphère intestinale, mais précisément l'aborder dans sa dimension émotionnelle, psychique, au niveau de la pensée. On l'a dénommé, on aime beaucoup le nom, l'entéropsychologie. Donc nous allons traiter aujourd'hui de l'entéropsychologie avec un auteur que vous avez déjà vu sur notre plateforme, Marc Josiphoff. Bonjour Marc. Bonjour Mathilde et merci de ton accueil de nouveau. Je suis ravie de te retrouver sur ce sujet d'entéropsychologie. Le terme me plaît beaucoup. Ce lien, ce second cerveau, donc on sait qu'il y a ces interconnexions extrêmement complexes entre le cerveau du haut, le cerveau du bas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de dire numéro 1 ou numéro 2, parce qu'on ne sait plus trop finalement. Et même on se demande qui communique plus entre l'un et l'autre. Donc voilà, le cerveau, l'évident, la tête, et puis le cerveau qu'on retrouve à l'intérieur de nos entrailles, de notre corps. Et donc cette sphère émotionnelle qui interagit entre les deux et vraiment comment les intestins peuvent parfois même nous faire perdre un peu, prendre le contrôle en fait, complètement. Donc tu vas nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Je rappelle pour nos abonnés qui nous écoutent que tu es naturopathe holistique depuis plus de 30 ans, que tu es l'héritier d'un produit magnifique, d'ingrédients superbes, la cure Xanthis. Tu as pu nous en parler dans un précédent webinaire. Et donc tu as accompagné depuis des dizaines d'années des personnes soit en accompagnement individuel, soit au travers, et c'est vraiment ce vers quoi tu tends aujourd'hui, des accompagnements de cure, de retraite, pour avoir l'interaction du groupe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui émergent comme ça au sein d'un groupe. Donc tu nous en reparleras. Donc tu es le fondateur des laboratoires Xanthis, on en reparlera dans ce webinaire, avec la préparation que je viens d'évoquer. Tu es l'auteur d'un livre que je peux montrer, La santé retrouvée, qui est ici, aux éditions Grancher, voilà, où tu reprends les cures intestinales naturopathiques et les clés de l'équilibre intérieur. Donc, il fait écho aussi à la sphère émotionnelle dont on va parler. Et puis, tu as créé ta propre méthode Global Detox qui englobe cette partie très physiologique, très somatique du corps. Et puis, ce lien avec toutes les interactions émotionnelles qu'on peut retrouver. Et donc, c'est l'objet de ce second webinaire que l'on traite ensemble. Sur ce lien, voilà, vraiment, partir du soma, partir du corps, et ce lien vers cette partie émotionnelle et psychique. Donc pour démarrer ce webinaire et ce sujet absolument passionnant, est-ce que tu pourrais, voilà, en introduction, nous parler un peu de ce lien, de cette incarnation des intestins vers cette incarnation émotionnelle en fait? Ouais, l'être humain est un drôle d'animal. La différence avec tous les autres êtres vivants, c'est que nous avons ce mental. Et ce mental, il a des atouts, c'est qu'il nous permet de prendre du recul, de nous détacher, de devenir des observateurs, d'analyser. Mais en développant ce mental, souvent nous perdons aussi le lien, comme tu disais, à l'incarnation, au corps et à l'intelligence vitale du corps, que les animaux gardent, que nous avions quand nous étions des petits-enfants. C'est-à-dire que nous avions une relation au monde spontanée, immédiate, comme un animal. Il ne va pas retenir sa joie ou sa tristesse ou sa colère, ou il ne va pas cacher sa honte, etc. Donc il vit ses émotions spontanément dans l'instant. C'est ce que vivait le petit enfant que nous étions, et c'est peut-être ce que nous vivrons lorsque nous aurons suffisamment fait la paix avec tous nos conflits, avec nos guerres intestines. Lorsque nous aurons travaillé sur nous suffisamment et compris et guéri toutes ces blessures dont nous sommes chacun porteurs par le chemin de notre humanité. Et c'est peut-être le chemin de la sagesse. Bouddha aurait dit « L'homme sage est celui qui va bien du gros intestin ». C'est cette citation, cette phrase qui m'a mis sur le chemin de ce voyage que nous allons faire ensemble maintenant, ce voyage dans cette entéropsychologie, ce voyage dans nos entrailles, pour aller essayer d'y comprendre un petit peu plus. Alors c'est une approche intellectuelle qui effectivement donne plein de clés de compréhension qui ne vont pas permettre de libérer
Hein, c'est pas suffisant parce que pour libérer l'émotion, il faut être dans le vif du sujet. Et ça, c'est ce qu'effectivement on vit dans les retraites, où quand on fait la réflexologie intestinale et que nous sommes en petits groupes dans la nature, où là, en fait, nous sommes en contact avec notre corps et du coup, c'est plus de la théorie que l'on vit, c'est de la pratique, c'est de la libération. Libération physiologique, libération émotionnelle, voilà, sur les différents plans de l'être. Donc voilà, effectivement, c'est pour ce voyage que tu m'as invité. Et je ne sais plus si je me demande si je ne me suis pas égaré dans mon propos. Non, c'était une très bonne introduction pour nous expliquer un peu voilà, ce lien d'incarnation dans la matière. Et cette incarnation-là dans la matière, elle passe au démarrage par les intestins. Tu veux compléter? Oui, c'est ça que j'ai oublié, sur quoi j'étais parti. J'ai dit l'être humain est un drôle d'animal dans le sens où il a ce mental qui nous coupe. Et l'animal, lui, il est spontané. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que nos intestins, notre tube digestif, notre second cerveau, lui continue de vivre sur ce mode instantané et spontané. Toutes nos émotions viscérales, tout ce qui nous tient aux tripes, nous le vivons dans nos viscères. Simplement, ça n'est pas conscientisé, c'est inhibé, c'est mis de côté. Et du coup, nous sommes quelque part presque schizés et nous n'avons pas conscience de ce qui se passe dans cette sphère. Par contre, j'ai mal au ventre, j'ai un examen, j'ai une diarrhée, j'ai la gorge nouée, j'ai la bouche sèche. Il y a des symptômes, mais qui ne sont pas en lien. Nous n'avons pas la connexion ressentie pour pouvoir vivre cette information, ce symptôme, entre guillemets, pour qu'il soit l'occasion pour l'être de s'exprimer dans ce qu'il a de plus authentique. Et en fait, c'est un petit peu ça. Donc on le vit comme des spectateurs. On est spectateur de son corps et de ses symptômes. Et on se dit, oh mais mince, j'aimerais bien pas avoir de la constipation, de la diarrhée. J'aimerais bien bien digérer. J'aimerais bien pas avoir cette boule à la gorge. J'aimerais bien, etc., etc. Et on va chercher des remèdes pour ça. En oubliant que si le corps a ces messages, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Et il y a une vraie intelligence. Et il y a un vrai cadeau à les accueillir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais parfait. Accueillons les symptômes, absolument. Accueillons ce que notre corps nous parle. Donc, apprenons à mieux l'écouter et à mieux comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Apprenons son langage. Donc ça, c'est très important. Tu voulais nous le dire là. Donc, on le disait en introduction, tu le rappelais, il y a vraiment des échanges entre le cerveau du bas, le cerveau du haut, par plein de mécanismes. La production de métabolites du microbiote, ce nerf vague dont on parle beaucoup. Il y a vraiment un système nerveux entérique avec des neurones spécifiques du système nerveux, des intestins. Pour bien comprendre ce lien, tu as évoqué différents symptômes. Tu as évoqué la gorge serrée, tu as évoqué les troubles du transit, soit accélérés, soit freinés, de ballonnement, de douleur. Moi, ce que j'aimerais bien faire avec toi, parce que souvent, on parle de lien, donc oui, intestin-cerveau, mais j'aimerais bien qu'on repasse, parce qu'il y a des symptômes qui sont beaucoup plus hauts que les intestins, donc qu'on passe avec toi en revue toutes les différentes étapes du tube digestif, donc vraiment en démarrant par la bouche, et qu'on revoit ce lien physiologie et psychologie, émotion, qui peuvent s'opérer entre chaque étape. Oui, parce que si on s'intéresse aux intestins, mais les intestins en fait sont le résultat de ce qui s'est passé avant. Connexion. C'est la fin de la digestion. Donc si on ne sait pas ce qui s'est passé avant, en fait l'intestin il va simplement être, là il va accumuler toutes les erreurs, et tous les défauts, tous les dysfonctionnements. Voilà. Mais il faut bien comprendre ce qui s'est passé avant. Donc si tu veux, démarrons dès maintenant par la première étape. Avec plaisir. Alors, c'est quoi pour toi la première étape de la digestion? Elle se passe où? Elle se passe au niveau de alors peut-être même qu'on peut la démarrer au niveau de l'assiette, peut-être au niveau visuel, sur comment appréhender peut-être les couleurs. Je vois que tu as odeurs. beaucoup de... Parce que la plupart du temps, on dit effectivement ça se passe dans la bouche, mais non, ça se passe avant. Ça se passe effectivement au niveau des sens et au niveau du cerveau du haut. C'est ce qu'on appelle la phase céphalique. C'est en fait, ça correspond à l'étape de l'appétit. Voilà. C'est le moment où en fait, il va y avoir une adéquation entre un besoin physiologique, un besoin de nourriture tout simplement, un besoin d'énergie, le corps a un besoin, et un message extérieur qui est en adéquation avec ce besoin intérieur. Donc il y a une rencontre entre un besoin intérieur et quelque chose qui est extérieur. Ce quelque chose qui est extérieur va avoir des couleurs, un parfum, un goût, des caractéristiques qui vont stimuler nos sens. Et c'est ce qui va nous mettre en appétit.
Donc cette première phase, nous la vivons au niveau de l'assiette, effectivement, on a faim, on a envie de manger. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans nos modes de vie occidentaux, on a tendance à ne pas forcément l'écouter, cette étape. Très juste. Et à manger parce que c'est l'heure. Donc conditionné à des facteurs qui ne sont pas liés à la physiologie, à l'intelligence vitale du corps, mais qui sont liés à un phénomène culturel. Donc on ne va plus forcément manger avec appétit. Et déjà, là, on commence à dégrader son écosystème intestinal. Avant même d'avoir commencé à manger, on est déjà en train de dégrader son microbiote. On n'est déjà pas en phase au niveau enzymatique. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on a de l'appétit, nous salivons. Nous en avons l'eau à la bouche. Oui. Nous avons des enzymes qui sont sécrétées au niveau... C'est-à-dire que tous les sucs on le sent au niveau de la bouche, mais en réalité, le pancréas, le foie, la vésicule biliaire, l'estomac sont déjà en action et vont sécréter les substances qui vont permettre à ces aliments que nous allons ingérer d'être correctement digérés. Et s'il y a de l'appétit, il va y avoir tout ce qui va derrière. Là, j'allais sauter une étape. Donc, bien comprendre le sens de cet appétit et comme quoi c'est fondamental d'écouter ce dont nous avons envie. Hein, et d'écouter l'instinct aussi. Vous savez, une femme enceinte, elle va avoir des envies. Ah, elle a envie de fraises, bon, classique. Moi, je me rappelle d'une voisine qui détestait les betteraves, mais le jour où elle était enceinte, elle n'avait plus qu'une envie, c'est de manger des betteraves. Alors qu'elle détestait les betteraves. Donc à un moment donné, il y a cette intelligence vitale qui s'impose. Et que par habitude, par conditionnement culturel, etc., éducation, croyance, on finit par oublier et perdre. Et c'est là que, voilà. À l'époque, l'instinctothérapie était une des méthodes qui a été développée dans le sens. Quand on fait un jeûne et quand on sort de jeûne, on a une intelligence de ce qu'on a besoin de manger. Un animal, il ne va pas manger une plante, un animal sauvage, hein, il ne va pas manger tel ou tel ingrédient parce qu'il a lu dans un livre que c'était bon pour sa santé, ou parce qu'on lui a dit il faut manger ça, hein, ou parce que la pub lui a dit qu'il faut manger ça. Non, il va manger parce qu'en fait, il vit l'aliment, il y a une rencontre, il y a une adéquation, il y a une intelligence qui se crée, il y a une relation qui se crée dans cette phase. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, pas que dans notre rapport à la nourriture, dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, nous avons aussi cette phase de l'appétit, cette phase du désir, cette phase de « est-ce que j'ai envie de faire ce que je vais m'engager à faire ?» Ou est-ce que je le fais parce simplement on m'a demandé de le faire? Est-ce que je le fais par conditionnement? Donc écouter cette phase de l'appétit dans le rapport à l'aliment, c'est écouter aussi cette phase de l'envie, d'être en vie, l'envie d'être avec vous aujourd'hui. Moi j'ai très envie de vous partager tout ça et je suis dans la joie et ça me fait plaisir de partager ça. Et du coup, ça amène de l'énergie. Et du coup, il y a une relation qui s'installe entre nous, parce qu'il y a une adéquation sur le message. Et cette rencontre, elle peut vraiment avoir lieu s'il y a cette envie. Donc ça repose sur une écoute, une vraie écoute sensible de ce qui se passe en soi. Et c'est ce temps de l'écoute intérieure que bien souvent nous ne nous accordons plus dans notre société, parce que en fait, notre attention est focalisée sur il faut ceci, sur des tas de croyances, sur répondre aux trucs, et on n'est pas à l'écoute de soi. Donc première étape, être à l'écoute de soi, être en vie, et aller vers ce qui nous fait envie, et vraiment avoir cette confiance dans aller vers l'autre. Et c'est vrai dans le rapport à la nourriture, c'est vrai dans sa vie professionnelle, dans ses choix de vie, c'est vrai dans la rencontre amoureuse, c'est vrai dans toutes nos relations. Voilà. Donc la première étape à vraiment écouter, si vous voulez avoir un bon écosystème dans vos intestins et dans tout votre écosystème de vie. Voilà. Donc ça, c'est la toute première étape, et on voit bien le lien entre ce qui se passe dans l'aliment, et en fait, finalement, c'est effectivement lié avec ce que je vis aussi en dehors. Hein, il n'y a pas de différence. Pour le niveau viscéral, il n'y a pas de différence entre la pomme que je vais manger dans l'arbre
et mon amoureuse. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, sur un plan viscéral, c'est la relation primordiale à l'univers, à ce qui est autour. Voilà. Donc comment je rentre en relation, c'est la première étape. Et donc on arrive à la deuxième étape. Qui se passe où d'après toi, cette deuxième étape? Alors, je dirais que la deuxième étape arrive au niveau de la bouche. Voilà. Ok. Tout à fait. Très bien. Donc tu as vu, tu avais faim, tu es dans la nature, et tu vois une belle pomme dans un arbre, tu t'approches. Voilà. Donc il y a toute cette phase d'approche qui est effectivement mue par le désir. Hein, je parlais d'envie, c'est le désir. Aller vers ce qui nous appelle. Et donc, en fait, on va s'approcher de cette pomme et toutes ces caractéristiques vont confirmer le fait qu'elle répond à notre désir. Et effectivement, la phase numéro 2, c'est de prendre cette pomme, de s'en saisir. Hein, c'est quand on rentre en lien concret. Alors ça passe par les mains, et ça passe par les lèvres, et ça passe par les dents. C'est le moment où on va croquer la pomme. Voilà. Alors peut-être qu'avant, on l'aura senti. Parce que si nous sommes des êtres, non pas conditionnés, mais sensoriels et sauvages, et avant de manger telle plante ou tel fruit qu'on ne connaît pas, je veux dire, le premier indicateur pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, c'est l'odorat. Parce que l'odeur nous indique si c'est quelque chose qui est bon pour nous ou pas. Hein, aujourd'hui, bon, ben, on se fie à l'étiquette. C'est marqué dessus que c'est bon, que la date est bonne, donc c'est forcément bon. Alors que ça se trouve, c'est complètement pas bon du tout. Voilà. Donc l'odorat, l'essence, c'est fondamental. Et puis, voilà, donc on va rentrer en lien physique. Et donc ça va être les lèvres, ça va être l'odorat, ça va être le fait de croquer, ça va être le fait de mastiquer, ça va être le fait de goûter. Et là, il y a soit du plaisir, soit pas de plaisir. Soit c'est agréable, soit c'est désagréable. Tu vois, ce fruit rouge, il est très appétant. Tu le croques, mais en fait, il est âpre, aigre, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On le recrache. Hein, ce qui ne se fait pas dans quand on est des êtres civilisés et conditionnés, on ne recrache pas sa nourriture si elle ne nous plaît pas. Pas en public. Voilà, pas en public. Voilà, mais c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est le regard de l'autre, en fait, qui va nous amener à être dans un rapport différent, à ne plus être authentique. Voilà, à ne plus être dans son animalité. Hein, un animal, il mange un truc qui n'est pas bon, direct, voilà. Il ne se pose pas la question du regard que va poser un autre animal sur lui. C'est le système viscéral qui gère, c'est ce second cerveau qui gère la relation à la nourriture et qui gère aussi la relation à plein d'autres choses. Et c'est pareil, quand je vais, par exemple, je parlais tout à l'heure de rentrer en relation avec une personne, cette personne est désirable, voilà, elle se présente sous un beau jour, mais en fait, si je rentre dans la relation et qu'en fait, regardez les amoureux, quand on est amoureux, comment commence la relation amoureuse? On s'embrasse par la bouche. Hein, on se goûte avant d'aller plus loin dans la relation. On va développer ça ici. Mais ça commence, pareil, par le contact des lèvres. C'est là qu'en fait, on commence à rentrer dans l'intimité. En fait. Voilà. On commence à rentrer dans l'intimité par la bouche. Et cette notion du plaisir, elle est fondamentale et elle est un très bon indicateur pour savoir si l'expérience qu'on est en train de vivre est bonne pour nous ou pas. Si quand je suis en train de vivre quelque chose, ma bouche est complètement sèche, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose que là je suis en train de... peut-être qu'intellectuellement ça fonctionne là-haut, mais au niveau plus ancré, au niveau de la relation, au niveau de mon besoin physiologique, il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation. Voilà. Donc au niveau de la bouche, on a beaucoup de choses. Ces lèvres qui sont extrêmement sensibles, très délicates, qui ont une capacité, il y a énormément de neurones, hein. C'est une des plus richement, je crois que c'est... je crois que les plus énervés, je crois que c'est au niveau sensoriel, c'est les pouces, enfin les bouts des doigts, hein, le pouce en premier, et je crois que les lèvres sont même devant, sont beaucoup plus sensibles que... Oui, bien sûr, j'effleure mes lèvres, c'est une sensibilité qui est incroyable. Il y a ces dents, alors qui elles sont tout le contraire, absolument pas sensibles, mais extrêmement, une capacité prégnante, elles ont une forte capacité de mordre, de croquer. Voilà. Et par nos dents, on affiche notre capacité à mordre dans la vie. Hein. Nos dents se construisent
on ne les a pas à la naissance, elles se construisent quand on commence à manger de la nourriture solide. Et elles ont plusieurs étapes. Et elles se font grosso modo, donc il y a d'abord les dents de lait qu'on va perdre, et puis ensuite nos dents qu'on va construire à l'adolescence, etc., jusqu'à nos dents de sagesse. Ces dents correspondent à la construction du moi, à la construction de notre capacité à agir dans le monde. Ces dents, c'est notre faculté à mordre dans la vie. Et comme par hasard, ça montre, c'est un outil de séduction. Enfin, on montre ses dents. Quand on montre ses dents, hein, le sourire, le sourire du dentifrice, je ne sais quel. Pas de marque. Voilà. Mais bon, voilà, le fraîche, etc. Les dents blanches et des bonnes dents bien plantées, etc. Qui montrent que là, j'ai affaire à quelqu'un. Waouh, c'est quelqu'un qui en veut. C'est quelqu'un qui a du pouvoir. Hein, mes dents montrent ma capacité à transformer, à agir et à transformer le monde. Voilà, tout ça, c'est ce qui se passe dans la bouche. Et c'est cette construction du moi, c'est cette construction où je suis un être qui existe dans la relation. Hein. Dans le désir, j'étais dans quelque chose de très... où voilà, c'est distant, c'est très vaporeux. On n'est pas dans la densité du corps. Et avec la bouche, on commence à rentrer dans la densité. Et avec les dents, on est dans ce qu'il y a de plus dur dans le corps. Donc cette notion du plaisir ou du déplaisir qui vont faire que je vais soit passer à l'étape suivante, donc soit je vais avaler, quand je suis un être conditionné bien culturellement et que je fais bien comme il faut, je mâche, j'avale. Et surtout, je recrache pas. Mais si je suis un être sauvage, entre guillemets, et sauvage dans le bon sens du terme, c'est pas bon, je recrache. Voilà. Donc c'est une sphère du choix. La deuxième étape, et elle est mue par le plaisir. J'ai du plaisir, ça veut dire que je suis en train de vivre une expérience qui me convient. Je n'ai pas de plaisir, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais combien de fois nous donnons-nous le droit de ne pas aller plus loin, de commencer une expérience? Ah mais non, en fait, non. C'est-à-dire ce droit à dire non. Hein, ce droit à se positionner. Ce droit à choisir. Et c'est ça qui se passe au niveau de la bouche. Et beaucoup des symptômes de la bouche sont liés à ce oui ou non que je dis à la vie. Est-ce que c'est un vrai oui? Et auquel cas, effectivement, j'ai avoir une bonne dentition. Ou est-ce que c'est un non déguisé en oui? Et qui va faire que finalement, voilà, mes dents vont être pourries, etc. Que je vais avoir un ego qui ne va pas se structurer de manière cohérente avec mes besoins, avec l'être profond. Donc voilà, donc là on est dans ces deux premières étapes. J'insiste un peu parce qu'en fait, c'est là où on exerce notre libre arbitre. De quoi j'ai envie? Où est mon désir? Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que l'expérience que je vis est joyeuse? Est-ce que cette assiette que je mange, j'en ai envie, et est-ce que je la mange avec plaisir? Ou est-ce que j'en ai pas envie, je la mange parce que c'est l'heure, et je pense à autre chose en même temps que je mange, et puis en fait, voilà, et puis j'avale. Il n'y a pas de respect de soi dans ce cas-là. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas de rapport à l'intelligence vitale du corps. Je fais quelque chose de manière où je n'existe pas, où je ne me donne même pas la possibilité d'exister si je le fais de manière conditionnée. Donc ces deux premières étapes sont la base d'un écosystème intestinal équilibré. S'il n'y a pas ces deux étapes, qui sont celles où j'ai mon libre arbitre et où j'ai la possibilité de me positionner, qu'est-ce que je choisis de manger? De quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai du plaisir à le manger? Est-ce que ça me convient? Si j'écoute pas ça, je suis à côté. Et en fait, le problème, c'est que même en naturopathie, même on croit qu'on mange bien, parce qu'en fait, on a fait ce que mon naturopathe, ou mon thérapeute, mon médecin, ou le bouquin, etc., m'a dit ah, il ne faut pas manger ça, il faut manger ci. Ah bon? Ok. Et j'en fais une croyance. Mais est-ce qu'elle est en phase avec la physiologie, avec l'instinct, avec l'intelligence vitale? C'est primordial. Oui, oui. Elle est très très intéressante cette approche-là, de remettre de la conscience dans nos actes, dans nos sens, être dans la reconnexion. Tu parlais d'ancrage au début de cette émission, mais effectivement, on voit bien cette notion d'ancrage-là. Et puis toutes les répercussions qu'on pressent un peu, mais tu vas aller beaucoup plus loin dans les différentes étapes. Mais ça démarre par cette étape-là, et qui est trop balayée, beaucoup trop. Beaucoup trop.
Et la plupart de vos problèmes, enfin je dis vos, enfin des problèmes que nous allons retrouver dans le gros intestin, ils sont déjà là. Voilà. Donc avant de prendre des probiotiques, commençons par. Hein. Quand on fait la réflexologie intestinale avec la cure Xanthis, on fait un nettoyage de tout ce passé, de toutes ces erreurs. Mais c'est l'occasion d'être à l'écoute. Mais si on recommence tout pareil comme avant, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on va se nettoyer, on va être bien pendant le temps de la cure, un peu après, parce que voilà, on a libéré un gros du passé. Mais si dès qu'on a fini, on recommence à plus s'écouter, à pas comprendre qui on... Enfin voilà, à faire abstraction de soi, il ne faut pas s'étonner après de ne pas être bien dans sa peau. Et voilà, parce qu'on n'a pas écouté. Dès qu'on parle de la bouche, on va parler de mastication, qui est capitale aussi. Hein, mais c'est vrai qu'il y a encore des étapes en amont de cette... De la mastication. Donc, oui, c'est toutes celles qu'on a commencé de voir. On peut les décortiquer plus loin, mais on pourrait y passer beaucoup plus de temps. On a 9 étapes en tout à voir, donc on va avancer. Mais c'est vrai que la mastication, c'est pendant la mastication, c'est parce que je mastique que je peux avoir les saveurs, que je peux... mes papilles gustatives ne peuvent agir que si je mastique bien. Tant que je ne mastique pas, je n'ai pas les vraies saveurs. Je vais pas, voilà. Et puis il y a une préparation enzymatique qui s'opère avec précisément les saveurs qui sont ressenties. Donc, voilà, en fonction de ce qui se passe dans la bouche, le tube digestif fait le travail de préparation qui fait que ça va être bien digéré. Ouais. Voilà, je pense à d'autres choses, mais que je dirai après. Très bien. Voilà. Donc là, on passe à la 3e étape. Voilà, donc si nous passons à la 13e étape. On va dire si je suis un sauvage, moi j'aime bien parler, parce que je trouve que le sauvage a besoin d'être vraiment réhabilité dans sa beauté, quoi, hein, dans le sens, comme on dit des peuples premiers. Oui. Hein, dans sa connexion. Dans sa connexion, voilà, dans cette connexion vitale. Ça passe pas par le mental. Donc j'ai de l'appétit, j'ai du désir, j'ai du plaisir, j'ai des saveurs, c'est bon. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? 3e étape. L'estomac? Non, avant. Ah, on avale? On avale. Ok, donc œsophage? J'avale. Ah, j'avale. La 3e étape, c'est le fait d'avaler. C'est la déglutition. La déglutition, très bien. Voilà. C'est la déglutition, c'est je dis oui. Je dis oui parce que... Et ça se fait naturellement. Ça suit son cours de manière harmonieuse parce qu'il y a une cohérence. Par contre, si j'avale alors qu'en fait c'était pas bon, alors que les 2 étapes précédentes n'étaient pas conscientes, et que j'avale parce que c'est conditionné, parce que je suis à table et donc j'avale. Hein, on l'a tous fait, peut-être qu'on est beaucoup encore à le faire, ça. Et bien en fait, je suis en train de dire oui. J'avale. Qu'est-ce que t'avales? Hein? T'es prêt à avaler n'importe quoi? J'avale tout ce qu'on me présente? Ben non, j'ai pas envie d'avaler. Parce que ça me convient pas. Donc je peux ne pas avaler. Hein, je parlais du choix, c'est ça, en fait, c'est vrai que le choix, il se fait dans le 2, et la déglutition, c'est la confirmation. Il faut savoir que cette déglutition, elle a au moment où si je prends une gorgée d'eau, j'envoie l'eau avec ma langue, ça déclenche une onde péristaltique au niveau de l'œsophage, qui entraîne la bouchée que je viens d'avaler, la gorgée d'eau, jusqu'à l'estomac. Et je peux, moi, avaler autant que je veux, quasiment. C'est-à-dire, je peux faire carrément, avaler fortement. Donc je peux avaler autant de fois que je veux, au rythme que je veux. Mon comportement peut me faire avaler toutes les secondes, mais la biologie, l'œsophage, lui, ne peut avaler que toutes les 20 secondes. Voilà. Donc il y a vraiment un passage du conscient à l'inconscient qui se fait là, et où soit mon comportement est en adéquation avec ma capacité physiologique, soit il ne l'est pas, par conditionnement, par croyance, voilà. Donc un comportement erroné. Hein, on pourrait dire que c'est un comportement erroné parce qu'il n'est pas en phase avec la physiologie. Donc on voit qu'il y a cette notion de rythme, en fait. Le corps a son rythme propre, alors que le mental peut imposer un autre rythme au corps. Et encore une fois, je force la physiologie, et forcément, ça va se retrouver après dans les conséquences d'une digestion qui va être beaucoup plus compliquée. Dans notre vie, dans notre relation au monde, dans la dimension émotionnelle, cette déglutition, ce fait d'avaler,
Ça correspond à quel... comment tu le nommerais, toi? L'acceptation ou non des choses. C'est ça. C'est l'acceptation. Hein? C'est quand je dis un vrai oui ou quand je dis un oui qui n'en est pas un. Est-ce que j'accepte l'expérience que je suis en train de vivre? Et toutes les fois où j'ai dit oui alors qu'en fait c'était pas juste de dire oui. Et parce qu'à partir du moment où j'accepte, je m'en remets à autre chose. C'est-à-dire qu'au niveau de la nourriture, je délègue au corps le pouvoir de gérer tout ça. C'est pas moi qui vais gérer, je ne vais pas gérer avec ma tête, mon estomac, tout ce qui se passe après, l'acceptation, je m'en remets à l'intelligence de la vie. Voilà. Sauf que si je la surcharge, si je surcharge le corps, il n'a pas la capacité à faire face à tout ce que je lui demande de gérer. Et c'est là que voilà, on est plus cohérent, et c'est là qu'on est dans une mauvaise hygiène de vie, tout simplement. Voilà. Et là, ça va être typiquement tous les symptômes de gorge serrée. Hein? Oui. Quand on va avoir la gorge qui serre, alors que voilà, c'est parce qu'on est en train de dire oui, alors qu'en fait, il faudrait dire non. Alors, il y a quand même, sur cette étape, il peut nous arriver, il y a encore une voie de secours. Hein. C'est vrai qu'il y a des fois, il arrive que nous avalions quelque chose qui ne nous convienne vraiment pas, ou un événement qui nous arrive qui est tellement inacceptable, tellement choquant, que nous le rendons. Oui, aussi. Voilà, ça peut arriver, c'est-à-dire que là, au niveau de la nourriture, c'est le vomissement, mais au niveau comportemental, c'est que tout d'un coup, on réalise, il y a un réveil, parce que c'est trop, ce qui a été vécu est trop insupportable, et là, ça ressort. Souvent, ça va être une colère, ça va être violent, parce que voilà, ça n'a pas été conscientisé, mais c'est l'être qui dit non. Ça, oui, entendons bien, ce n'est pas un vomissement infectieux, où on ne parle pas de gastro-entérite, là, où on parle vraiment de, émotionnellement, quelque chose qui doit... Oui, mais tu te retrouves aussi, parce que si c'est infecté, si tu as mangé une nourriture qui a varié... Oui, parce qu'on a sauté les étapes du début à... Voilà, parce qu'on n'a pas été à l'écoute, parce qu'il y a un déphasage. Et le corps a encore cette capacité de rendre. Oui. Faut-il accepter le passage du vomissement, qui est quand même pas non plus... voilà. Pareil, avec les chamans, on cherche le vomissement. Hein, on prend des plantes qui nous font vomir. Et donc, à un moment donné, on le fait en conscience et donc on accepte le vomissement. Mais c'est vrai que c'est souvent un mauvais quart d'heure qu'on passe, hein, quand on est dans cet état nauséeux là, et puis que ça veut pas, et puis que la tête dit non, il faut pas, non, je veux pas vomir. C'est presque il y a presque une mort au niveau psychologique hein, dans le vomissement, parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Non, mais il y a une notion d'acceptation aussi là-dedans. Oui, il y a une acceptation dans l'autre sens, effectivement, de s'en remettre et de dire ok, c'est bon, j'en peux plus, je lâche. Voilà. Il y a ce truc de redonner au corps la première place. C'est plus le mental, c'est plus la tête qui décide. C'est ok, le corps, tu sais. C'est toi le maître. Ok, donc j'accepte ta loi quelque part. J'accepte ce que tu m'imposes. Hein. Ce qui est très différent de notre culture où il y a cette toute-puissance du mental qui veut imposer au corps des choses. Et qui fait que, voilà, après, il ne faut pas s'étonner d'être malade, de souffrir, voilà, parce qu'on n'est pas en accord avec la vie. Il va l'exprimer d'une autre manière, le corps, de toute façon. De toute façon, il va l'exprimer. Tôt ou tard. Voilà. Très bien, pour cette troisième étape. Donc voilà, nous avons accepté, nous sommes en accord avec ce que nous mangeons, et donc on arrive effectivement dans la quatrième étape, qui est... L'estomac. L'estomac, voilà. Donc là, l'estomac, qu'est-ce qui se passe dans l'estomac ? L'estomac, c'est cette espèce de danse, de poche, où les aliments donc, vont arriver normalement bien mastiqués. Si donc, alors, les 3 étapes précédentes ont été bien vécues, les aliments arrivent dans un état liquide, et ils vont être malaxés de manière répétée, un peu comme une bétonnière. Hein, c'est ce travail de ça tourne et ça tourne et ça tourne. Donc l'estomac, en fait, c'est le travail où on va mélanger tout le bol alimentaire, on l'appelle bol alimentaire, donc tout ce qu'on a avalé, avec les sucs gastriques principalement, les sucs de l'estomac, qui vont en fait transformer les protéines, qui vont casser les protéines hein, pour libérer les acides aminés, donc les composants des protéines. C'est-à-dire c'est ce qui compose la structure du corps. Hein, les protéines, c'est la masse musculaire, c'est tous ces tissus de maintien et de structuration.
qui vont permettre le mouvement, l'action, etc. Et ça se passe dans l'estomac, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, c'est un travail qui fatigue, prendre de l'énergie, c'est là qu'on a la fatigue postprandiale, c'est-à-dire après la prise du repas. Cette fameuse fatigue, on peut être, voilà, c'est une bonne chose après manger, quand on a cette fatigue, de faire une petite pause, une petite sieste, parce qu'en fait, l'énergie n'est pas disponible pour autre chose. Nous dépensons 60, quand tout se passe bien, 70% de notre énergie, de notre vie, nous la passons dans la digestion. Quand on respecte l'ordre, si on est dans une inadéquation, c'est peut-être pas 70%, c'est peut-être 80, 90, voire 100, voire 110, voire 120%. Parce qu'en fait, on peut dépenser plus d'énergie à digérer que ce qu'elle nous apporte. Oui, bien sûr, oui. Donc, très très important de permettre à ce temps gastrique d'avoir lieu. C'est vraiment là que se fait, donc, on est vraiment dans ce côté de quelque chose qui prend du temps, qui demande des outils très puissants. Les sucs gastriques sont très très puissants, très corrosifs. Les enzymes qui sont là, qui vont détériorer les protéines. Voilà. Ça correspond à quoi dans notre vie, dans notre relation au monde en général, ce temps-là? Comment tu le perçois? Un temps d'intégration peut-être par rapport à ce qui nous arrive, une situation qui peut être vécue, donc le fait de l'appréhender par différentes voies. J'allais dire de la digérer, mais je pense que c'est inapproprié à ce niveau-là, si? Ouais, si, parce que effectivement, on répète le mot digérer, mais effectivement, c'est ça, on va digérer, et ça porte. Alors digérer, c'est gérer le deux. On va digérer, c'est tout ce temps de séparation. On décortique, on sépare, on fragmente. Dans ta vie de tous les jours. Séparé quand tu passes là où on consacre le plus de temps et d'énergie dans nos vies. Il y a une facette de nos vies dans laquelle on donne beaucoup d'énergie, quoi. Dans les pensées peut-être, mais elles sont corrélées avec l'action de toute façon. Ouais, voilà, l'action, les pensées, tout ça, ouais. Bon, moi le mot le mot que je trouve le plus approprié qu'on peut utiliser pour la digestion aussi, c'est le travail. La notion de travail, de travailler. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Non, mais l'estomac, il est dans l'action. Mais en fait, ils sont tous après un peu dans l'action quand même. Toutes les étapes, il y a quand même... Mais ok, je vois ce que tu veux dire dans la notion de travail, de segmenter, d'être dans le labeur. Oui, c'est ça. C'est le côté laborieux, c'est là que tu dépenses beaucoup d'énergie. Avant, tu as fait des plans, par exemple, sur ton projet. Tu vois, dans la phase 1, la phase céphalique, tu as imaginé que tu allais construire une maison. Dans la phase 2, tu as du plaisir tu fais tes plans. Tu vois, ah ouais, voilà, tac, tac, tac. Dans la phase 3, tu signes, tu achètes le terrain. Acceptation, ok, c'est bon, je le fais. Phase 4, tu construis. Tu vois, tu vas passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pierre après pierre. Déjà, peut-être prendre des pierres, des murs existants, tu vois, ou dans la nature, les matériaux, les décomposer pour les adapter à ton besoin, pour pouvoir plus tard, ça sera l'étape suivante, en faire autre chose, et voilà. Donc, et tu vois, ça correspond, c'est les protéines, c'est ce qui structure le corps. Qui structure, absolument. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est répétitif. Comme l'image d'une bétonnière, ça tourne et ça retourne et ça malaxe. Comme nos pensées qui tournent et qui tournent et qui tournent encore. Comme le fait de remettre toujours sur son établi, on dit, voilà. Et le travail qu'on refait tous les jours, on recommence toujours. Le boulanger qui fait sa pâte, le maçon qui fait... etc. Et on est tous comme ça, à consacrer beaucoup d'énergie à comment on va construire nos vies, comment on va organiser, comment on va structurer, comment on va décortiquer la matière, comment on va analyser. Voilà, donc c'est tout ça qui se passe dans l'estomac. Donc tu fais le lien avec tous les symptômes qui peuvent être inhérents à l'estomac, donc les symptômes, tout ce qui est aigreur d'estomac, RGO parfois, enfin tous les symptômes liés à l'estomac, du coup tu fais le lien avec... Voilà, typiquement,
quand tu es dans l'hyperactivité, quand tu es trop dans le travail, qu'est-ce que tu vas avoir comme symptôme? Typiquement des ulcères. C'est vrai, tu vas trop digérer. Et tu vas tellement digérer que tu vas même te digérer toi-même et t'user à la tâche. Tu vois? Et ça va... voilà, ça va être un surmenage. C'est-à-dire qu'on va trop investir cette sphère gastrique. On va trop lui demander. Hein, tu vois, elle va peut-être compenser aussi les étapes précédentes au lieu d'amener quelque chose de prédigéré et du coup de facile et qui ne soit pas autant besogneux parce qu'il y a du plaisir, parce que c'était le fruit de tout un cheminement et qu'il y a une cohérence et donc il y a une fluidité et donc cette digestion se fait bien et j'ai même pas de fatigue, c'est fluide. Voilà. À côté d'une digestion lourde et laborieuse, c'est normal. S'il faut que je fasse quelque chose que j'ai pas voulu, que j'ai pas désiré, que j'ai avalé de force, parce que contraint, etc., c'est une montagne à digérer. C'est pas étonnant que ce soit lourd et que ça nous reste sur l'estomac. Oui. Donc tout ce qui nous reste sur l'estomac dans nos vies, tout ce qui est pesant à ce niveau-là, toutes les souffrances de tous ces oui qu'on a dit alors qu'on ne les voulait pas. Toutes ces choses qu'on a fait parce qu'on pensait bien faire. Il ne s'agit pas de s'accuser, de se culpabiliser, mais juste de se rendre compte que, en fait, je ne me suis pas écouté, je ne me suis pas respecté, je ne me suis pas vraiment aimé. Voilà, j'ai fait les choses par habitude, par conditionnement. Et donc je vais surmener mon estomac. Voilà, parce qu'il va devoir rattraper, à chaque étape, il faut rattraper le travail qui n'a pas été fait avant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vraiment, étape numéro 1 et numéro 2, c'est la base fondamentale. Si ça c'est bien fait, après ça coule. Mais si on n'écoute pas ces 2 premières étapes, après, ben voilà, quoi, faut ramer, quoi. Moi, je trouve que les 2 premières, elles sont vraiment dans cette approche presque philosophique. On est dans une approche des sens de connexion. Donc effectivement, si ces 2 sont bien respectés, voilà, les autres découlent. Il y a moins à penser, il y a moins à se mettre dans une situation plutôt adéquate. C'est dans cette démarche-là d'être reconnecté à nos sens, dans les 2 premières, effectivement, elles apportent de la fluidité pour le projet. C'est le chemin de l'amour de soi, du respect de soi, voilà. Et c'est vrai que plus nos parents nous auront montré le bon exemple, et plus ça va être facile pour l'enfant de se structurer correctement et de suivre l'exemple qu'il a donné. Mais plus nous donnons à nos enfants la croyance qu'il faut souffrir pour réussir sa vie, et voilà. Donc en fait, c'est toute cette programmation du collectif, du culturel, qui se marque là. Et qui va nous amener dans des erreurs d'hygiène de vie et qui vont faire qu'on ne va pas manger correctement. Hein? Très bien, très bien. Une fois qu'on quitte l'estomac. Alors, donc nous avons bien digéré, bien transformé le 2, voilà, bien divisé, tout ça. Donc normalement, si tout va bien, les nutriments... alors, l'estomac, il y a un autre qui est juste après, qui est la suite de l'estomac et qui va avec, c'est le duodénum. Parce que estomac, duodénum, c'est la même énergie, on est toujours sur le haut, là, le plexus solaire, où on a la bile qui va dissoudre non plus les protéines, mais les graisses, et puis les sucs pancréatiques aussi qui vont agir sur lipides et les sucres. Donc en fait tout ça c'est l'atelier des transformations, c'est le travail. Hein. Donc tout ça on le garde dans la sphère numéro 4. D'accord. Donc quand cette digestion a bien eu lieu, ce travail a été accompli dans nos vies, on arrive effectivement à la 5e étape qui va se faire dans l'intestin grêle que tu vas nommer... Jéjunum. Alors, oui, alors donc on a... Si tu as parlé, si tu enlèves le duodénum que tu lui mets dans les le jéjunum et l'iléon, voilà. On va les assimiler sur la même sphère, c'est-à-dire que c'est toute la sphère, tu vois, on était sur plexus solaire, là on est vraiment autour du nombril, vraiment l'abdomen. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement dans cette étape-là? Là c'est l'assimilation. L'assimilation, voilà, le mot-clé c'est l'assimilation. On va assimiler, donc tous les nutriments qui ont été libérés par ces 4 étapes précédentes sont disponibles et vont rentrer dans la circulation interne, lymphatique et sanguine, et aller répondre aux besoins qui étaient le besoin de départ, c'est-à-dire d'avoir de l'énergie et des nutriments qui vont venir réparer nos tissus, entretenir la machine, faire que tout fonctionne bien. Il y a une interface très forte, oui, à cet endroit-là. Voilà, c'est la zone de fusion, c'est la zone de fusion, c'est nos racines. Hein. Là, on est vraiment, c'est la prolongation du cordon ombilical. Quand on était dans le ventre de notre maman, dans le ventre de la mère, nous étions nourris
par le cordon à notre propre ventre, donc de ventre à ventre, hein, et ça correspond effectivement quand on n'a plus le cordon, qu'on se nourrit, qu'on passe par de la nourriture terrestre, et non plus maternelle, enfin voilà, la terre-mère du coup, eh bien c'est nos intestins qui sont les canaux récepteurs avec les villosités, les fameuses villosités intestinales, qui fait qu'on a une surface de contact là, qui est considérable, c'est là qu'elle est déployée, 400 mètres carrés de surface, c'est colossal. C'est comme, vous imaginez votre repas, alors vous le mixez, vous mettez de la salive, vous mettez des sucs gastriques, vous mettez de la température, vous mettez toutes les enzymes, etc. On ne sait pas le refaire en laboratoire, hein, parce que ce qui se passe dans la biochimie du corps, c'est très très puissant. Mais bon, voilà, et donc ça vous fait un milkshake, on va dire, voilà, une sauce, vous la prenez et vous l'étalez sur une surface de 400 mètres carrés. Voilà, la pellicule est extrêmement fine. Et en fait, si tout a bien été décomposé dans cette fameuse 4e étape, les molécules sont suffisamment fines, les vitamines, les acides gras, les acides aminés, tous les composants, les oligoéléments, etc., traversent l'épithélium de l'intestin, qui est extrêmement fin, c'est une couche monocellulaire, hein, d'ailleurs, c'est une chose importante, c'est la partie du corps qui se renouvelle le plus souvent dans notre vie. Tous les 48 heures, nous avons une couche d'épithélium neuve. Donc parce qu'elle est énormément sollicitée, extrêmement agressée par tous ces échanges, ces enzymes, etc. Donc elle doit toujours être neuve pour que ces échanges puissent se faire. Et là, c'est la fusion entre la terre-mère, hein, la mère terrestre, et notre sang. Et voilà, il y a la fusion qui se passe, l'énergie passe, et ça devient ce non-soi qui devient du soi, hein, par l'assimilation. Qui est aussi une barrière qui ne laisse pas passer ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Logiquement. Logiquement. Donc logiquement, ce qu'on appelle les fibres, en fait ce qu'on appelle les fibres, c'est par définition les aliments qui sont non assimilables. Hein. Alors des fois elles sont fibreuses, mais des fois elles peuvent avoir une autre forme. Mais globalement, on a défini que les fibres, c'était tout ce qui n'était pas assimilé. Voilà. Et puis qu'est-ce qui... certains sucs digestifs qui continuent leur transit, parce qu'ils vont être recyclés plus tard. Et puis voilà, notamment le cholestérol, etc. Et puis ces fameuses cellules mortes, parce que comme ils se régénèrent, les cellules mortes, elles continuent dans l'intestin. Hein. Voilà. Et puis, ça c'est quand tout va bien. Et puis qu'est-ce qui passe pas aussi? Les aliments qui ne sont pas assez petits, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment digérés, parce que les 4 étapes précédentes ne se sont pas bien passées. Donc forcément, il y a des choses qui sont encore entières, qui ne sont trop grosses pour passer, qui ne peuvent pas nous nourrir. Nous, on a eu l'impression qu'on a bien mangé, mais en fait, il y en a peut-être, ça se trouve, la moitié qui ne va pas pouvoir traverser la muqueuse et rentrer dans l'organisme. Donc elle reste dans le tuyau. Dans le milieu externe. Dans le milieu externe. Et là, ça crée beaucoup de dommages. C'est là qu'il va y avoir tout le microbiote qui va se déséquilibrer. Hein? Alors, on reste pour l'instant sur la partie 5. Cette assimilation, à quoi ça correspond dans notre relation à la vie? Mais tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, tu travailles dans l'étape 4. On a travaillé. Et en fait, c'est ce qu'il y a derrière le travail. Après le travail, qu'est-ce qui vient? Le repos, la détente? Le repos, la détente, effectivement, on va pouvoir se reposer. Mais tu travailles pour pouvoir te reposer? Tu ne travailles pas que pour pouvoir te reposer. Mais on travaille pour se nourrir, on travaille pour se nourrir intellectuellement, pour de manière très concrète, progresser, pour être stimulé. De manière très concrète, dans notre société, on travaille pour recevoir un salaire. Ah oui, ok, oui. Okay. Tu donnes quelque chose, tu reçois autre chose. C'était le but de départ, c'était de répondre à un besoin du corps. Au niveau de la physiologie, c'est des vitamines, de l'énergie vitale. Au niveau social, ça va être de l'argent, parce que en fait, j'ai besoin d'argent pour pouvoir répondre à mes besoins. C'est récolter les bénéfices du travail. C'est tout ce qui a été fait avant. C'est le but. En fait, le but de toutes les étapes précédentes, que ce soit au niveau digestif ou au niveau de notre relation à la vie, c'était d'atteindre ces bénéfices. On a fait toutes ces étapes parce qu'il y avait un besoin ressenti au tout début, il y avait un besoin d'énergie qui a entraîné tout ce cheminement. Et là, c'est l'aboutissement. On pourrait s'arrêter là, presque. Hein, on pourrait se dire, pourquoi aller plus loin?
J'ai récolté ce dont j'avais besoin. Sauf que l'histoire continue. Donc c'est là qu'on récolte les bénéfices, et c'est là qu'il y a aussi toutes les pathologies de la difficulté à recevoir. Le fait de recevoir, parce qu'on m'a peut-être appris que, voilà, parce qu'on a un conditionnement culturel qui fait qu'on a tous, plus ou moins, peut-être, enfin tous, j'ai exagéré, mais on peut avoir une difficulté par exemple par rapport à l'argent. Combien sommes-nous à avoir du mal à recevoir le fruit de ce qui serait juste que nous recevions, ou soit dans un sens, soit dans l'autre. Hein, et puis alors toutes les pathologies type auto-immune, je pense là particulièrement à la maladie de Crohn, hein, où il y a le système immunitaire qui se retourne donc sur les villosités, donc il y a une dégradation de ces villosités, parce que là très souvent ça va marquer effectivement un conflit très fort dans ce recevoir de la vie, parce que si je suis en conflit avec la vie, parce qu'elle est difficile, parce qu'il y a des trahisons, parce qu'il y a des blessures fortes, parce qu'il y a une relation peut-être à la mère, ou peu importe à qui, à quoi, mais il y a quelque chose qui fait que cette vie, il y a quelque chose qui en moi est en refus. Je peux très bien avoir une partie de moi être en refus de vivre. Hein, Est-ce que, parce que du coup il y a un microbiote qui est déséquilibré à cet endroit-là, enfin il peut potentiellement être déséquilibré si les étapes précédentes n'ont pas été respectées, donc du coup ce passage, comme tu le rappelais, milieu externe, milieu interne, qui vient perturber le fonctionnement, ou en tout cas donner des informations positives ou négatives, est-ce que les notions d'addiction ou de dépression peuvent être liées à cette zone-là, ou est-ce que c'est ailleurs que ça se joue? Dépression, certes. Il y a un rapport à la vie où je ne me donne pas le droit de recevoir. Il y a un conditionnement. Parce qu'on fait beaucoup le lien en fait avec les dépressions d'un microbiote qui est déséquilibré et qui va transmettre, alors par le nerf vague, mais aussi par les métabolites qui vont traverser, arriver dans le sang et qui vont donner. Et puis après tous les neurotransmetteurs qui sont mal synthétisés aussi, mal produits. Ouais. Alors après, le principe GABA, sérotonine, enfin ce qu'on retrouve dans l'intestin. Si tu veux, après, il y a le mécanisme pervers. C'est-à-dire qu'en fait, quand le microbiote se déséquilibre, il va produire des substances toxiques. Et en fait, ces substances toxiques vont pallier aux manques vitaux. C'est-à-dire, au lieu de me nourrir de ce qui est bon, je vais me nourrir de ce qui est mauvais. Et en fait, la toxine devient quelque part le substitut à l'énergie vitale. On rentre dans des processus pervertis, voilà, mais c'est le propre des addictions. C'est-à-dire, en fait, et où effectivement, finalement, par fidélité à un conditionnement, je vais préférer me nourrir de ce qui me détruit que de ce qui me fait du bien. Donc c'est dans cette étape-là aussi qu'on peut retrouver... Et ça se fait effectivement, ça se fait notamment dans cette étape-là, ouais. Ben oui, dans ce rapport où l'extérieur finalement n'est pas sécurisant et n'est pas bon pour moi, en fait. Et je vais même adopter des comportements qui vont continuer d'alimenter ce processus négatif et cette croyance qui est à la fois une croyance psychologique, mais qui est aussi un écosystème, enfin une relation physiologique pervertie. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Et je vais effectivement manger des aliments qui sont mauvais pour moi parce qu'en fait, j'en ai besoin, parce que je suis devenu addict à ces toxines. Oui, encore. Et je vais développer une dépendance à ce qui me nuit. D'accord. Alors après, le microbiote va surtout se développer dans l'étape suivante, parce que la principale fonction du microbiote, et là où il est le plus important quantitativement, bon, il est présent partout dans le tube digestif, mais là où il est le plus présent, c'est dans le gros intestin. Donc c'est passé cette étape 5, donc après l'assimilation, on pourrait s'arrêter là, je disais tout à l'heure. Vous savez, j'ai les bénéfices de ce que je cherchais, tout va bien. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a même des chirurgiens qui disaient, mais pour résoudre les problèmes de santé, c'est pas compliqué, il suffit de couper le côlon. Ah, voilà. On met directement la fin d'intestin grêle, comme les canards, hop, sitôt arrivé, sitôt parti, ça n'a pas le temps de fermenter, ça n'a pas le temps de putréfier, ça n'a pas le temps de produire des substances toxiques, et du coup, voilà. Bon. Supprimer le problème ou le régler. Voilà, donc là, c'est radical, mais ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'en fait, on va voir qu'il y a quand même des bénéfices aussi dans ce gros intestin.
Mais on arrive là à quelque chose qui est une vraie problématique, j'allais presque dire une problématique existentielle, dans le sens où on a accompli, donc avec nos enzymes, avec notre mastication, nos sucs digestifs, tout ça, on a assimilé tout ce dont on avait besoin. Reste malgré tout des choses dans ce tube digestif, certaines qui sont bien qu'elles y soient, donc les fibres, les cellules mortes, etc. D'autres, c'est pas très bien qu'elles y soient, les aliments non digérés. Donc il reste tout un tas de choses que théoriquement, je ne sais pas digérer, je ne sais pas transformer. Parce que si j'avais su les transformer, ça aurait été fait avant. Donc je n'ai pas la capacité, mon organisme, ma biologie, ne sait pas transformer ces composés, ces fameuses fibres. Et là, c'est là tout ce qui va se passer, c'est là que va apparaître cette fameuse flore intestinale. Donc on est dans l'étape 6, on est dans l'arrivée dans le gros intestin. C'est le cécum, hein, la partie droite, hein, qui part de la hanche droite là, et qui remonte comme ça. Donc cécum suivi du côlon ascendant, hein, qui remonte jusque sous les côtes, sous le foie. Donc là arrivent des déchets que je ne sais pas gérer, dans le sens de ascendant en plus, comme par hasard. Donc je vais rester sur cette étape 6 pour qu'on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de dans cette problématique, à quoi ça correspond, dans notre vie en général. J'ai travaillé, j'ai récolté les fruits de mon travail, donc en l'occurrence un salaire, où je suis un paysan, je récolte, j'ai semé mon champ, j'ai labouré, je récolte, c'est la saison des récoltes, c'est les moissons, donc j'engrange le fruit de mon labeur. Et là, je suis confronté à devoir gérer quelque chose que je ne sais pas gérer. Il y a une vraie problématique, il y a une vraie difficulté. Pourquoi on doit gérer quelque chose qu'on ne sait pas gérer? Eh ben, on me confronte, parce qu'en fait... Parce que le corps, on peut imaginer que le corps a créé cette partie-là à dessein pour un objectif précis. Voilà, lui il sait le gérer. Ouais. Mais moi d'accord, s'il y a trouble dans cette partie-là, voilà. C'est que d'accord. C'est qu'il y a une incapacité à faire face à cette problématique. Très bien. Parce que je suis typiquement confronté à une situation, tu sais, c'est cette situation qui arrive où je suis confronté à quelque chose dont je ne suis pas outillé pour y faire face. C'est-à-dire que la vie m'impose me confronte à une situation dont je n'ai pas la capacité à faire face. Donc là, c'est tout ce qui est trouble, généralement ballonnement, douleur et ballonnement, lorsque il s'agit de troubles de la fermentation, généralement, sur la partie ascendante. Alors voilà, ça peut créer des fortes fermentations, mais avant ça, au niveau de la tonicité musculaire, en fait, il y a deux comportements face à ce qui nous dérange dans la vie. C'est soit, alors on appelle ça, on dit c'est la merde, excusez-moi, mais là c'est approprié, hein, c'est la situation, il y a une merde qui vous tombe dessus. Donc il y a deux positionnements face à cette situation qui nous arrive dans nos vies tous les jours. Je sais pas, vous avez c'est une tuile. Une contrariété. Une tuile qui arrive, c'est l'accident, c'est-à-dire que vous avez reçu votre maison, vous l'avez fini, mais boum, il y a un coup de vent, ça s'écroule. C'est les impôts qui viennent vous réclamer, enfin le fisc qui vient vous réclamer des impôts que vous n'avez pas prévus. C'est le truc qui arrive qu'on n'avait pas prévu et on ne savait pas qu'on aurait à faire face à ça. On se retrouve démunis parce que nous ne sommes pas outillés avec notre propre physiologie. Donc, on a deux postures face à ça. C'est soit face au problème, le problème, je lui mets une claque, c'est-à-dire, donc on accélère le transit. D'accord. Évacuation. Il y a un stress, je l'évacue. Il y a un dérangement, je l'évacue. J'accélère mon transit, diarrhée. Oui. Ça, c'est la méthode plus masculine. C'est plus fréquent chez les hommes, ce type de réaction. C'est le mode yang. Ça me dérange, ah mais non, je rejette. Et il y a l'autre méthode qui est plus, entre guillemets, féminine, plus présente chez les femmes, c'est ah non, mais il n'y a pas de problème. Je ne suis pas... Non, tout va bien. Je garde et il y a confirmation. Je garde.
et constipation. Voilà. Dans un premier cas, je vais être vulgaire, excusez-moi, ça me fait chier. Dans le deuxième cas, je me laisse emmerder. Voilà. C'est-à-dire que pour filer le pour rester, non mais on est dans le sujet, donc faut utiliser, voilà. Puis c'est totalement. des expressions qui sont utilisées dans le quotidien. Voilà. Oui, voilà. oui, oui. Bon, donc, c'est pour donner du sens aussi à ces mots-là, parce que souvent ils sont exprimés de manière avec de la colère, avec oh là là, ça me fait chier, voilà, oh, ça m'emmerde, ce truc. Bon, voilà. Donc ce sont deux comportements qu'on peut avoir dans nos vies qui vont montrer comment on réagit face à ce qui est dérangeant. Et ça, c'est typique de l'arrivée dans le gros intestin, comment je suis en relation avec ce qui me dérange dans la vie. Et c'est ce qui va définir mon transit. Voilà. Alors, à un moment donné, arrive la voie juste, celle que tu cherchais tout à l'heure, mais j'avais besoin de montrer le côté pathologique d'abord. La voie juste, c'est quand, ok, j'accepte la réalité qu'il y a quelque chose auquel je ne sais pas faire face, mais que la vie est intelligente et qu'il y a forcément des ressources, et que du coup, même si je ne sais pas faire face à tel problème, il y a peut-être quelqu'un qui sait faire face à ce problème. Bon, quand j'ai créé mon entreprise, je ne savais pas faire de comptabilité, j'ai été voir un expert comptable, et lui, il a la capacité de faire face à ce que je ne sais pas faire. C'est-à-dire que c'est là qu'on arrive dans la notion de société. Et dans le gros intestin, c'est là qu'on invite la flore intestinale, le fameux microbiote, à s'installer. C'est là qu'en fait d'autres espèces vivantes vont se développer pour gérer avec leur capacité propre les choses que je ne sais pas gérer avec ma physiologie. Ce sont Pourquoi est-ce qu'il y a des organismes qui viennent? Parce qu'en fait, ils ont les enzymes que je n'ai pas. Donc c'est apprendre à déléguer. C'est apprendre à déléguer, tout à fait. Face à la contrainte. C'est la phase 6, alors j'ai utilisé des mots vulgaires, mais en réalité ça correspond, j'ai dit dérangement, c'est la contrainte. C'est les contraintes qui arrivent dans nos vies. Des choses qu'on n'a pas choisies, ce sont des contraintes. Et face à ces contraintes, eh bien, effectivement, on peut apprendre à les déléguer et à faire équipe. Et à ce moment-là, quand il y a une bonne synergie, ce qui va définir la relation, si elle est symbiotique ou pathologique, c'est le fait, encore une fois, que les 5 étapes précédentes ont été bien vécues. Si j'ai fait toutes mes 5 étapes correctement, qu'est-ce qui arrive dans le gros intestin? Que des aliments, effectivement, dont je ne suis pas outillé pour les digérer. Sinon, encore une fois, je les aurais déjà digérés et assimilés. Okay? Donc, qui arrive sur ce terrain? Des êtres vivants qui savent digérer ces substances, qui vont neutraliser les poisons qu'elles contiennent éventuellement, et qui, en les digérant, vont libérer des nutriments bénéfiques que je n'avais même pas dans mon bol alimentaire au départ. C'est-à-dire qu'elles vont synthétiser, à partir de ces substances qui pour moi sont des déchets, des vrais trésors. Oui, des propriétés émergentes. Des propriétés émergentes. Il y a des acides gras, des acides aminés. À chaîne courte et qui sont magnifiques. Voilà, des tas de substances qui sont des remèdes extraordinaires, enfin voilà, qui n'étaient pas forcément présents dans les aliments au départ et qui émergent effectivement par cette complémentarité et par mon incapacité à les gérer moi, parce qu'en fait, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre aux autres, je fais société et je suis capable d'être dans une relation écosystémique, intelligente, vertueuse. Ok? Ça, c'est l'harmonie. Ce sont les bénéfices secondaires. C'est formidable, c'est magique, c'est magique. On a comme ça trouvé... On peut parler de magie du vivant, oui. Voilà, c'est la magie du vivant, où on a vu des populations qui se nourrissaient, qui étaient totalement carencées dans certaines substances, notamment dans certains acides aminés. On ne comprenait pas comment elles n'avaient pas de carence, elles ne manifestaient pas de carence, en fait, parce qu'en fait, elles synthétisent, parce que leur flore intestinale, leur flore intestinale synthétise les substances qu'on n'a pas dans notre alimentation, à partir de ces résidus. Non, c'est incroyable. On a une usine, entre guillemets usine, c'est pas beau comme mot, mais ce vivant, cet écosystème bactérien est capable de nous fabriquer les nutriments que nous n'avons pas dans notre alimentation. C'est waouh. Et qui sont extrêmement bénéfiques. Et qui sont même vitaux. C'est quand même extraordinaire, à partir de déchets. C'est ce qu'on voit aussi petit à petit dans notre relation à l'environnement d'une manière générale dans notre société, qui apprend qu'à partir des déchets, on arrive avec les principes du recyclage, avec le principe de faire intervenir d'autres êtres vivants et des bactéries, etc., on arrive à fabriquer des substances, etc. Notamment, je pense aux déchets nucléaires, par exemple, où on sait maintenant, on saurait, enfin, c'est pas forcément utilisé, mais
il y a des mécanismes du vivant qui permettent de neutraliser des substances radioactives et d'en faire des choses bénéfiques, etc. Oui. Ça, on est toujours dans la phase 6 ou on a glissé dans la phase 7 là? On est dans la phase 6 et 7. 7, c'est quand je récolte les bénéfices, c'est ces nutriments vertueux qui sont issus d'un bon partenariat avec les autres. Phase 7, c'est le côlon ascendant? C'est le côlon, on va le résumer par le transverse, et voilà, c'est le transverse descendant. Sachant qu'on a bien vu que le côlon ne ressemble pas du tout à ce U inversé dans la vraie vie. Ça, c'est le côlon dans les livres ou sur Internet qu'on trouve. Le côlon idéal, parfait. On rappelle qu'il ne ressemble absolument pas à ça. Ben oui, parce qu'il y a toutes ces tensions qui se jouent, toute cette difficulté. Alors, je reviens quand même sur la phase 6, dans le cas pathologique. C'est-à-dire dans le cas où les 5 étapes n'ont pas été correctement accomplies. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est qu'il y avait des aliments que je pouvais digérer, mais que j'ai trop vite avalé, pas mastiqué, enfin bon bref, et qui arrivent encore insuffisamment disséqués, qui sont des nutriments que je saurais digérer, mais que par ma mauvaise hygiène de vie, mon mauvais rapport à la vie, je n'ai pas digéré. Alors à ce moment-là arrive un écosystème. Il faut comprendre que les êtres vivants du microbiote qui s'installe sont la conséquence du milieu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est le terrain qui fait... C'est notre signature intestinale et le reflet de notre quotidien, de notre vie. Ce que l'on mange, ce que l'on ressent, ce que tu nous expliques là actuellement par rapport à cette symbolique là. Voilà. Et du coup, c'est presque plus que de la symbolique parce qu'on est dans quelque chose qui relie en fait le subtil et le psychique à la matière. En fait, on est dans cette interface de sens. En fait, on comprend que finalement, pour des besoins d'analyse, on a besoin de séparer, mais en réalité, c'est pas du tout séparé. C'est une continuité directe. Sur des va-et-vient perpétuels. Et donc, je reviens sur cette phase 6. S'il arrive dans mon gros intestin, dans mon sécom, des nutriments encore entiers, qu'est-ce que j'attire comme microbiote? Un microbiote comme moi, non pas complémentaire, mais concurrentiel. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des êtres vivants type, je vais dire n'importe, des champignons, du Candida albicans, qui va se nourrir des nutriments que j'aurais dû normalement digérer et assimiler. J'attire des êtres vivants qui sont en concurrence et en compétition avec moi, qui se nourrissent de la même chose que moi, et qui vont produire des substances dans leurs déchets qui me sont extrêmement nocives, qui sont des poisons cancérigènes, destructeurs de la vie, qui vont déclencher des tas d'allergies, qui vont créer des tas de symptômes, parce que quand ces substances sont produites, au lieu que ce soit des substances vertueuses qui vont me guérir, c'est des substances de mort et de destruction qui passent dans le sang et qui vont flinguer mon système immunitaire, flinguer mon foie, flinguer mes reins, flinguer mes poumons, flinguer toutes mes muqueuses et me dégrader. Hein? Oui. Donc on a vraiment... la compréhension, enfin moi c'est ça que j'essaie de comprendre, c'est notre responsabilité fondamentale par rapport à ce qui se passe dans la profondeur de cette inconscience. Et qu'en fait on a le choix si on prend bien les choses au début. Et c'est pas compliqué, c'est extrêmement simple. Mais ça nécessite effectivement de la conscience, de l'attention, de l'amour de soi, du respect de soi. Voilà. Et puis du pardon, parce qu'en fait on fait plein d'erreurs parce qu'en fait on ne savait pas. Mais quand on commence à savoir et qu'on a les clés, là je vous en donne, du coup on devient de plus en plus responsable, et quand on continue de faire des erreurs alors qu'on sait, c'est pas facile. Voilà, c'est toujours à double tranchant. Donc en fait, là je pense qu'on a bien compris cet écosystème, comment il se construisait et comment aussi on interagissait avec le monde autour de nous. Et comment en fait nous rentrions dans des relations avec les autres qui sont symbiotiques, c'est-à-dire harmonieuses et créatrices de joie, de vivant, de santé, ou des relations toxiques, de type parasitaire, où en fait on laisse à l'autre le pouvoir dans notre propre vie. C'est-à-dire je donne à l'autre le pouvoir que j'ai sur ma vie. Et je laisse l'autre décider pour moi et prendre. Et là il y a une espèce... On rentre dans des logiques de liens qui sont extrêmement perverses et toxiques. Exactement comme dans le microbiote intestinal. On arrive à l'étape 7. Donc oui, dans cette étape 7, si tu veux, tu as d'un côté, c'est vraiment les bénéfices secondaires d'avoir su bien vivre ces 6 étapes précédentes correctement et donc d'avoir une flore intestinale, un microbiote équilibré qui va nous apporter des bons nutriments de santé, de guérison, d'énergie.
ou au contraire des substances extrêmement toxiques qui vont nous polluer de l'intérieur, littéralement. Et attaquer notre système immunitaire. Et les interactions. Nous épuiser, et voilà. Entre milieu interne et donc externe. Ça correspond aussi à toutes les... Voilà, c'est la conséquence aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on voit dans nos relations, comment j'établis, quel type de lien j'établis en fait, et comment je gère ma responsabilité face à ce sur quoi j'ai le pouvoir dans ma vie, en fait. Où est-ce que je le délègue? Donc une forte responsabilité qui se joue là. Oui. Et puis ensuite, donc on arrive donc à la fin du 7, donc on arrive dans le sigmoïde. Le sigmoïde, c'est la dernière portion du gros intestin avant le rectum. Donc là, en fait, on est sur une phase de stagnation où simplement, en fait, on va réabsorber l'eau, le côlon va réabsorber l'eau pour reformer les matières. C'est la phase où on va réabsorber l'eau, former les matières. Si on réabsorbe trop d'eau, on va tomber dans la constipation. Si on ne réabsorbe pas trop d'eau, ça va laisser des matières liquides. Donc il y a vraiment un dosage très très précis de la réabsorption d'eau. Et c'est un moment d'attente, de stagnation provisoire avant l'évacuation. C'est un temps, je dirais, quelque part d'accomplissement de tous les cycles précédents. C'est amusant de voir que le sigmoïde il est en forme de S, oui. Et en forme de 8, et c'est la 8e étape, et c'est un peu comme l'infini. Il y a ce côté où en fait la boucle est bouclée quelque part. Voilà. En fait, on peut regarder tout ce qui a été vécu avant, et on peut faire vraiment le bilan. Là. C'est le moment où on se pose pour faire le bilan de notre avant de repartir dans un nouveau cycle qui va se faire dans l'étape 9, où on se remet à 9 et où on va lâcher, remettre à la terre, on remet à la terre, ce qui pour nous n'est plus utile, mais qui pour la terre peut être un cadeau précieux, pas forcément, ça peut être un cadeau toxique, évidemment, si c'est avec un déséquilibre très important et avec plein de médicaments chimiques et je ne sais trop quoi, on peut polluer la terre, mais ça peut être un engrais fertile. Il ne faut pas oublier que ce qui crée la vie sur Terre, c'est la décomposition, c'est tout ce qui se décompose sur la Terre, c'est tout ce qui meurt, c'est toutes les matières fécales, c'est tous les corps en décomposition qui créent la vie. Donc un bon humus, c'est le meilleur cadeau que nous puissions laisser à la Terre, et c'est la suite de l'histoire. Voilà. Et puis si c'est une selle toxique, eh bien la Terre va se charger elle va faire comme elle peut pour... Mais ça se prolonge en fait, tout ça. Donc cette étape 8-9, enfin plus la 8 que la 9, parce que la 9 on est vraiment sur l'élimination au premier sens du terme, mais donc la 8, ça va être tout ce qui est symptomatologie de douleur dans cette zone-là, de ballonnement, de gaz odorant, qui vont plutôt se faire dans cette pour peut-être que les abonnés fassent un lien entre la physiologie, ce qui se passe dans notre corps, et puis voilà, ce que tu nous parlais, ce que tu nous partageais par rapport à l'émotionnel, où c'est cette phase de stagnation, où ça reste un petit peu là, donc peut-être là aussi des difficultés à Mais il peut y avoir, exprimer. Tu peux avoir, si tu veux aussi, c'est pareil, si les 8 étapes sont bien vécues, bien sûr, il y a quelque chose de fluide, d'harmonieux, de confortable, qui celui-là une plénitude et une préparation, et quelque part, voilà, on est bien. Et si ce n'est pas le cas, ça va être des inflammations, ça va être... il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du sigmoïde, les sigmoïdes, oui. C'était pour différencier les symptômes entre un blocage, en tout cas au niveau du côlon ascendant, et puis là au niveau du descendant. Ouais. Ce qu'on constate très très souvent sur les radios, ce qu'on voit très souvent, c'est un sigmoïde qui est rétracté, crispé, où il peut y avoir aussi... il y a des tas de choses qui sont des diverticules, des tas de choses qui sont la conséquence de toute cette dégradation du milieu et qui va créer beaucoup d'inconfort. Beaucoup d'inconfort, des problèmes de circulation veineuse aussi, de retour, qui peuvent avoir lieu là, des matières sèches, des fécalomes qui vont s'accumuler, qui vont stagner longtemps, en fait, des matières très dures qui peuvent se retrouver là. Voilà. Mais encore une fois, c'est le moment de faire le bilan et c'est là qu'il y a besoin. Alors si, avec ce cycle étant bouclé, soit effectivement on est dans une harmonie de la vie et
c'est génial et le bilan est formidable et on a déposé un beau cadeau à la terre pour faire de nouvelles plantes qui vont proliférer. Voilà, on est dans le cycle vertueux de la vie. Absolument. Tout va bien. Si ce n'est pas le cas, ce qui est assez courant dans notre société à notre époque, eh bien, il y a des solutions, et notamment, effectivement, le fait de faire cette fameuse cure, la fameuse réflexologie intestinale, qui permet de venir libérer, nettoyer ce qui a été, toutes ces choses qui font que le milieu intestinal est déséquilibré, donc de déclencher une purification réflexe physiologique du milieu intestinal pour faire une pause, pour nettoyer ce passé, pour pouvoir passer à autre chose, et aussi rééduquer toute la mobilité. Il faut comprendre que tout ce trajet qu'on a fait, ces 9 étapes, elles sont mues par le système nerveux qui dicte aux muscles comment se comporter. Et que ces mouvements et cette information nerveuse, elle est liée principalement à notre état émotionnel, à notre état d'harmonie avec le monde autour. Et si je suis en conflit, si je ne suis pas en acceptation pleine et entière, si je ne suis pas dans la sagesse, comme le disait Bouddha, qui va bien du gros intestin, eh bien j'ai la possibilité de faire un sas, une transition, de me mettre, de prendre soin de moi, de dire ok, c'est bon, là j'ai fait suffisamment d'erreurs, le bilan il est qu'aujourd'hui j'ai envie de prendre soin de moi, je ne veux plus continuer dans ce chemin de dégradation de mon terrain, de pathologie, de non-respect de moi. J'ai envie de reprendre, de me remettre en cohérence avec la vie. Et donc, je fais une phase de cure, qui est une phase de transition entre un mode de vie délétère et un mode de vie sain, dans lequel, j'espère, grâce à cet échange que nous avons, nous avons pu prendre conscience de l'importance de comment on mange et comment on s'y prend pour manger, qu'est-ce qu'on écoute. Ce discernement, comment nous faisons nos expériences. Et donc cette réflexologie intestinale, va permettre de faire un reset de la sphère intestinale. C'est ça. Et on l'a bien compris. Alors pour ceux parmi vous qui venez de regarder ce webinaire, sachez qu'il y a tout un webinaire consacré à la réflexologie intestinale pour mieux comprendre le principe, le fonctionnement, les outils, la pratique. C'est un webinaire qui est extrêmement détaillé que je vous invite à regarder si vous voulez en savoir plus sur cet outil qui effectivement va remettre en mouvement tout le péristaltisme, mais au-delà du péristaltisme, remonter jusqu'au tube, tout le tube digestif jusqu'à la bouche, tu nous l'expliquais dans le précédent. Jusqu'au cerveau du haut. Et jusqu'au cerveau du haut, par ricochet, automatiquement. Donc effectivement, donc voilà, je vous invite à aller regarder ce webinaire qui va venir, où cette réflexologie vient en profondeur nettoyer et refaire un reset en fait, de ce que tu nous expliquais. Un déconditionnement. Un déconditionnement. Voilà. Déconditionnement, c'est absolument, par rapport à ce que tu viens de nous partager. Voilà. Sortir de ces conditionnements toxiques. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que cette technique, elle est fabuleuse pour ça. J'ai eu la chance d'en être voilà, je suis un peu. Mes parents m'ont emmené sur Terre pour que je sois porteur de cet héritage. Le laboratoire Xanthis. Voilà. Et puis on peut aller plus loin, notamment dans les retraites Global Detox, où en fait on peut vivre cette expérience avec encore plus de conscience et avec mon accompagnement. Nous sommes en petit groupe, maximum 6 personnes, dans la nature pendant une semaine, où nous pratiquons la réflexologie, nous diétons en parallèle, et il y a un accompagnement sur tous les aspects de tout ce qu'on a pu voir pendant ce webinaire, la dernière fois, et encore d'autres facettes, dans une approche vraiment à la fois holistique, c'est-à-dire avec une dimension d'ouverture à tout ce qui est, avec les dimensions subtiles, mais très incarnée, très consciente. C'est pas pour échapper au réel, c'est pas, voilà, c'est vraiment aller toucher sa souffrance, sa difficulté, ses problématiques, mais pas par de la théorie, vraiment dans du ressenti, pour aller libérer là ce qui a besoin d'être. En tout cas, c'est une expérience formidable. Moi, à chaque fois que je vis ces retraites, c'est un cadeau. Et je remercie d'avance tous ceux qui vont venir, parce qu'à chaque fois, on vit une semaine qui est fabuleuse. Voilà. J'ai pu voir des témoignages absolument magnifiques, effectivement, du retour de ces retraites. Merci beaucoup, Marc, d'avoir mis en lumière cette thématique d'entéropsychologie et d'avoir porté un regard nouveau, en tout cas différent,
de ce qu'on peut voir, lire ou écouter sur cette sphère microbienne et puis de manière générale intestinale, parce que là on a bien vu que même au-delà de l'intestinal, toute cette approche, parce que là on est sur une démarche absolument globale de l'alimentation et du coup de la santé. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous pour votre écoute, pour votre présence et votre fidélité. Et on aura grand plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup Mathilde. Au revoir. Au revoir.